Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre émission aujourd'hui Les clés de l'immobilier, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Maître Jean-François Buissou, notaire à Mougins. Bonjour Jean-François. Bonjour. Aujourd'hui, Jean-François va nous apporter son expertise sur vraiment le déroulé, l'importance du notaire dans le cadre d'un projet immobilier. Alors en effet, Vassia, je vous remercie pour votre accueil et effectivement, le notaire a un rôle central dans la gestion du dossier de vente, de l'offre d'achat au départ jusqu'à la signature de l'acte final. Et même dès avant la signature de l'offre, il peut être opportun de se rapprocher de son notaire pour, lorsqu'on est vendeur, se renseigner sur l'impôt sur la plus-value immobilière que pourrait générer la vente de son bien. Ou côté acquéreur, ça va être de s'assurer, lorsqu'on a l'offre d'achat qu'on est prêt à accepter, que toutes les conditions que l'on souhaite voir intégrées sont bien là. Il n'y a pas une omission particulière, notamment l'obtention d'un prêt ou la volonté de réaliser des travaux que l'on souhaiterait réaliser de manière impérative. Donc une fois que l'offre d'achat est signée, c'est là que la transmission de cette offre au notaire, c'est l'ouverture du dossier dans l'étude notariale. Maître, vous avez reçu l'offre d'achat, vous allez préparer la rédaction du compromis. De quels documents avez-vous besoin? Alors la pièce essentielle et maîtresse, ça va être le titre de propriété du vendeur, bien sûr. Pour plusieurs raisons, le notaire va bien sûr vérifier la chaîne des propriétaires. On va pouvoir comparer l'historique du bien avec le compte rendu que l'on va obtenir du fichier immobilier. On doit bien sûr s'assurer que le propriétaire est bien, enfin le vendeur est bien le propriétaire du bien, mais aussi on va devoir fournir à l'acquéreur une origine de propriété trentenaire. Ça fait aussi partie des obligations que nous avons. Autre information essentielle du titre de propriété, c'est toutes les caractéristiques du bien immobilier. On va avoir tout le détail sur sa contenance, et s'il s'agit d'une villa, les modalités d'accès au bien immobilier. Et effectivement, on va pouvoir ensuite vérifier avec la situation actuelle du bien, la composition que l'on a à l'appui des déclarations des parties ou bien des informations de l'agence ou encore des diagnostics immobiliers, si le bien d'origine correspond à celui qui est vendu à ce jour. S'il y a des différences, c'est l'occasion d'interroger le vendeur sur la nature des travaux qu'il a pu réaliser. Est-ce que ces travaux réalisés ont été précédés d'une autorisation ou non? Est-ce qu'elle était nécessaire? A-t-il en sa possession les factures des travaux des entreprises intervenues? Pour ensuite peut-être apporter à l'acquéreur une sécurité et des garanties. Sur certains travaux, il y a une garantie décennale et c'est ça que le notaire ira chercher. Supposons, maître, qu'on ait des anomalies dans les diagnostics que vous avez reçus. Qui doit en faire son affaire? Uniquement l'acquéreur? Alors, généralement, l'obligation du vendeur, c'est de produire les diagnostics immobiliers. Et ce, dès le départ, dès l'origine si possible. Mais il arrive aussi fréquemment que lorsque l'acquéreur a accepté son offre d'achat, il n'avait pas encore connaissance de tous les éléments qui sont contenus dans les diagnostics immobiliers et les différentes anomalies. Donc ça peut faire l'objet d'une petite négociation. Généralement, l'acquéreur en fait son affaire personnelle lorsque les anomalies sont raisonnables, mais il peut y avoir une entente avec une prise en charge parfois par le vendeur. Il faut que les travaux soient réalisés dès avant l'acte authentique de vente. En dehors des diagnostics immobiliers, dans une copropriété, il me semble qu'il y a d'autres documents à fournir en plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Effectivement, Vassia, la loi Allure, instaurée en 2014, a imposé de rassembler un certain nombre de documents. La liste est longue et donc le notaire va se rapprocher du syndic de copropriété pour récupérer le règlement de copropriété, bien sûr, ainsi que l'ensemble des modificatifs, les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 dernières années, ainsi que tous les renseignements comptables qui sont fort intéressants pour l'acquéreur parce qu'il va connaître du coup la nature des charges et le montant des charges à prévoir en tant que propriétaire du bien en cours d'acquisition. Alors cette loi Allure a quand même un effet pervers, il faut le souligner, c'est qu'on va parfois noyer l'acquéreur avec un trop-plein d'informations, les documents sont copieux, on a des centaines de pages à éplucher. C'est sûr qu'il va falloir que le notaire attire l'attention de l'acquéreur spécialement sur les points importants qui peuvent retenir tout leur intérêt. Alors, par exemple, les procès-verbaux d'assemblée générale sont riches en enseignements dans le sens où on va retrouver bien sûr les travaux qui sont décidés et votés avec l'échéancier et parfois des appels de fonds qui pourraient concerner l'acquéreur, mais aussi des travaux qui ont été portés à l'ordre du jour qui n'ont pas été acceptés et qui devraient se reporter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Voilà des informations importantes pour l'acquéreur. Donc tout ça, ça fait partie des éléments nécessaires pour préparer le compromis. Maître, une fois le compromis signé, la mission continue pour le notaire. Quelle est la suite? Alors le notaire a toujours cet objectif principal en tête, c'est de sécuriser le contrat, sécuriser tant les intérêts du vendeur que les intérêts de l'acquéreur.
L'objectif est de limiter au maximum le contentieux futur après signature de l'acte authentique pour un défaut d'information. Et c'est pour ça que nous faisons tout un tas de vérifications. Nous allons bien sûr vérifier la capacité des parties, nous allons vérifier et nous allons purger les droits de préemption éventuels. Il peut y avoir le droit de préemption de la commune parfois, celui de la SAFER lorsqu'on est en zone naturelle ou agricole, ou encore le droit de préemption du locataire lorsqu'il y avait un locataire en place précédemment la mise en vente. Donc ça c'est une certaine partie des points, mais ensuite on va récupérer un dossier d'urbanisme complet avec notamment l'historique des constructions sur le bien immobilier vendu, la confirmation qu'il n'y a pas de péril, pas d'insalubrité, tout ça, ça fait partie des démarches du notaire. Et également par ailleurs, point important, nous allons vérifier que le vendeur n'avait pas de créancier avec une hypothèque prise sur le bien immobilier, une créance que l'on ne pourrait pas désintéresser avec le prix de vente. Si la créance était supérieure au prix, c'est là qu'on peut avoir quelques difficultés. Ce n'est pas terminé, il y a des choses à faire, mais tout ça, c'est vérifié par le notaire. Maître, dites-nous, sauf cas particulier, quel est le délai de signature d'un compromis et d'un acte authentique de vente? Alors vous l'avez compris, il y a un certain nombre de démarches à réaliser, mais de manière classique, il faut compter environ 15 jours à partir de la réception de l'offre d'achat pour avoir la signature et la date du compromis de vente. Et ensuite compter 2 mois et demi, 3 mois, c'est le délai de vente classique pour signer l'acte final. Ça peut être accéléré de temps en temps lorsque l'acquéreur n'a pas recours à un financement et lorsqu'on n'a pas de droit de préemption à purger. Sous un mois et demi après la signature du compromis, nous avons la date de signature de l'acte définitif. Maître, pouvez-vous nous dire, une fois l'acte de vente régularisé, est-ce que votre mission se termine? Quasiment, ce n'est pas encore terminé, le notaire doit encore continuer. Alors c'est vrai que le transfert de propriété est effectif, la vente est parfaite, il y a la remise des clés à l'acquéreur, la remise du prix au vendeur, c'est important aussi, ça intervient même ou le lendemain maximum. Mais ensuite, il faut mettre à jour le fichier immobilier, que l'administration ait connaissance que l'acquéreur est le nouveau propriétaire du bien. Donc on va publier notre acte, on va adresser une copie authentique au service de publicité foncière. Alors ça va faire tout le circuit, enregistrement, cadastre, publicité foncière. Tout va être mis à jour et on va voir le retour de notre copie authentique avec tous les tampons qui vont bien. C'est ce qu'on appelle le titre de propriété que l'on remettra à l'acquéreur. Et enfin, dernière chose que je pourrais rajouter, c'est qu'avec la publicité foncière, on n'oublie pas l'administration, puisque dans les frais d'acquisition improprement appelés souvent frais de notaire, il y a essentiellement des taxes, je suis obligé de le rappeler, et donc ça va être l'occasion de verser et remettre les taxes qui reviennent au département, la commune et à l'État, dans le cadre de la publication de l'acte. Juste pour mémoire, quand on parle de frais d'acquisition et que l'on retient à peu près 8% des prix de vente, sachez qu'il y a 1% sur ces 8 qui reviennent au notaire, c'est vrai, et le reste, ce sont des taxes que nous allons reverser. Maître, je vous remercie pour toutes les précisions que vous nous avez apportées dans le cadre du rôle d'un notaire et que le notaire est là aussi bien pour le vendeur et l'acquéreur afin que toutes les démarches soient mises en place, toutes les vérifications soient faites. Merci à vous pour votre expertise, pour votre accompagnement. Nous avons été ravis de vous présenter l'émission sur le rôle du notaire. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans un nouvel épisode.